Il était une fois à Hollywood, une blonde plantureuse encore plus populaire que Marilyn Monroe, qui a été une pionnière et a mis en œuvre des techniques de publicité toujours utilisées aujourd'hui par les stars de la télé-réalité et des réseaux sociaux. Jayne Mansfield est passée de débuts modestes à l'une des stars les plus glamour de son époque, mais sa carrière a été tragiquement écourtée. Aujourd'hui, nous allons parler de l'ascension et de la chute de Jayne Mansfield. Avant de commencer, abonnez-vous à Weird History et dites-nous en commentaire quelles autres histoires de l'âge d'or d'Hollywood vous souhaitez entendre. D'accord, dit Jayne, je les veux s'ils me veulent. Vera Jane Palmer était peut-être née avec un génie exceptionnel. Enfant, elle aurait appris plusieurs langues, pris des cours de chant et de danse, et étudié le violon qu'elle jouait devant des inconnus. Il semble que, même très jeune, tout ce qu'elle voulait, c'était devenir une star. Ses ambitions se renforcèrent après ses cours de théâtre à l'université. Après avoir fait un peu de théâtre local, elle a convaincu son mari Paul, qu'elle avait épousé à l'âge de 16 ans, de déménager à Los Angeles pour poursuivre ses rêves hollywoodiens. En quelques années, son mariage terminé, plus rien ne l'empêchait de chercher à attirer l'attention d'Hollywood, y compris par le tout premier incident vestimentaire de l'histoire. Elle a été invitée à une soirée de presse célébrant la première du film de Jane Russell, Underwater. Alors qu'elle traînait près de la piscine dans un maillot de bain bikini en lamé rouge sous le regard des photographes, son haut s'est soudainement détaché. Comme l'a rappelé un journaliste, le mannequin a eu le génie de laisser son maillot de bain s'ouvrir. Non seulement cette révélation soudaine a attiré l'attention sur Jayne Mansfield, mais cela lui a aussi permis de commencer à forger son image de sex symbole. Et comme le genre de personne qu'on devrait toujours inviter à ses soirées piscine. Jayne Mansfield a décroché un contrat avec Warner Brothers en 1955, peu de temps après son incident lors de la première de son film, qui n'était peut-être pas vraiment un accident. Mais le studio n'a pas vraiment engagé Jayne Mansfield pour ses talents d'actrice. Les cheveux bruns de Jayne Mansfield ont été teints en blond et elle a commencé à être présentée comme la Marilyn Monroe du gars moyen. Autrement dit, une Marilyn pour l'homme moyen sans moyens pour acheter des diamants. Warner Bros. Pensait qu'elle pouvait sérieusement menacer la popularité de l'une des femmes les plus célèbres au monde. En 1957, cela s'est avéré vrai puisque Jayne Mansfield a dépassé Marilyn Monroe dans les sondages de popularité. Jayne Mansfield a réagi à leur comparaison. Marilyn est séduisante, mais nous sommes très différentes. Je peux me teindre les cheveux et jouer un rôle sérieux. Question bombe, elle lançait vraiment des grenades. Jayne Mansfield était assez astucieuse pour maintenir son statut de sex symbole. Bien qu'elle aurait eu un QI de 163, elle savait que les gens s'intéressaient plus à son apparence qu'à sa personnalité et plaisantait en disant qu'il était plus intéressé par 40, 20 et 1, 35. Alors, pour garder l'attention sur son corps, elle a commencé à faire preuve d'un peu de créativité. Les accidents de garde-robe étaient si fréquents chez Mansfield qu'un journaliste a déclaré que ses multiples incidents de bretelles et de fermetures éclairs sur scène étaient un risque professionnel. Il faut lui reconnaître, faire croire que ses vêtements pouvaient exploser à tout moment, comme dans une caméra cachée, est un excellent moyen de rester dans l'actualité. L'un des accidents les plus célèbres de Mansfield eut lieu lors d'une fête en 1957, organisée par le studio pour Sophia Loren, où Mansfield portait une robe très décolletée, révélant bien plus qu'un simple glissement. Un accident, n'est-ce pas, après que Robert Wagner ait vu Mansfield arrêté à un feu rouge en allant à la fête, appliquant du rouge sur les parties de son corps qui seraient dévoilées. Donc peut-être pas. Mais ce n'était pas la partie de la fête que les gens se souviendraient pendant des années. Cette distinction reviendrait à une photo prise de Mansfield et Loren ensemble, qui montre Loren lançant à Mansfield un regard noir resté célèbre. Comme Loren s'en est souvenu plus tard, sur mon visage, on peut voir la peur. J'ai tellement peur que tout ce qu'il y a dans sa robe explose, boum, et se répande sur toute la table. Oui, ça aurait été vraiment effrayant. Mansfield a finalement rompu avec Warner Brothers. Soit le studio en a eu assez de ses frasques et l'a renvoyée, soit elle était mécontente du travail proposé et a démissionné. Personne ne le sait vraiment. Quelle qu'en soit la raison, elle est revenue sur scène et a joué à Broadway dans la comédie « Le succès gâtera-t-il Rock Hunter ». La pièce a été jouée près de 450 fois
poussant Orson Bean, partenaire de Mansfield, à se rappeler « C'est devenu un succès grâce à Mansfield et à la publicité ». Elle est la seule artiste ayant fait 2 couvertures du magazine Life la même année. Ce n'était pas uniquement le magazine Life qui s'intéressait à Mansfield. Au cours d'une période de 9 mois, elle serait apparue 2500 fois en photo dans les journaux. Comment ne pas finir par être lassé de voir son propre visage à ce stade? Mansfield était libre de tout contrat après avoir quitté Warner Brothers et Broadway lui avait apporté un peu plus de crédibilité. Alors la 20th Century Fox a décidé de la recruter. Vous pourriez croire que c'était dû à l'admiration pour son travail. Le studio l'a fortement soutenue, lui permettant de gagner un Golden Globe pour son rôle dans le film Will Success Spoil Rock Hunter. Mais Fox était aussi le studio de Marilyn Monroe. Le studio était en conflit avec Marilyn Monroe, qui réclamait plus de contrôle créatif et des cachets plus importants. Donc leur décision de recruter Mansfield, qui était perçue comme la rivale de Marilyn Monroe, était une tactique de négociation destinée à contrarier Monroe. Dans le jargon de l'industrie, c'est ce qu'on appelle un coup. Mais malgré le succès initial de Mansfield chez Fox, le studio a rapidement fini par regretter sa décision. Ils étaient très mécontents des coups de pub de Mansfield, surtout de l'incident vestimentaire qu'elle avait orchestré à la fête de Sophia Loren. Fox n'était pas non plus satisfait de son mariage avec Mickey Hargate, un culturiste d'origine hongroise qui avait remporté le titre de Mister Universe en 1955. Le studio lui avait demandé de fréquenter d'autres stars de Fox et de ne pas avoir d'enfants. Elle a épousé Hargate, qui n'était pas une star de cinéma, et le couple a eu 3 enfants, dont Mariska Hargitay, future vedette de New York, unité spéciale. Est-ce que Fox était plus contrarié qu'elle ait enfreint leurs règles ou qu'elle ait donné naissance à une future star de NBC? Lors de leur mariage en 1958, elle et Hargate ont organisé une cérémonie somptueuse et invité de nombreux journalistes. Elle a également révélé publiquement le lieu de leur cérémonie, ce qui a entraîné la venue d'environ 8000 spectateurs curieux. Elle a également acheté un manoir sur Sunset Boulevard qu'elle a appelé le Palais Rose et a adopté cette couleur comme une sorte de marque personnelle. Des voitures aux fourrures, Mansfield collectionnait tout ce qui était rose afin que le public la reconnaisse immédiatement, juste pour avoir un gimmick. Et cela rendait le studio fou. Mais la Fox n'a pas rompu son contrat. Au lieu de cela, ils l'ont puni d'autre manière, au Lyon-Croix, comme en la prêtant à des productions cinématographiques étrangères qui étaient d'aller considérées comme inférieures aux films hollywoodiens et en lui donnant des rôles plus petits. Alors que la Fox se lassait de plus en plus de ses coups de publicité, Mansfield décida de prendre sa carrière en main et devint l'une des premières téléfemmes à faire un numéro en tête d'affiche à Las Vegas, gagnant $5000 par semaine. Elle a également commencé à faire des apparitions publiques en échange de meubles, de nourriture, d'argent et même d'animaux de compagnie. Elle assistait à des cérémonies d'inauguration contre un cachet de $1000 et acceptait une variété de titres, dont Miss Compteur Geiger, Miss Pull en nylon et Miss Prévention des incendies. Le titre de Miss Tracteur industriel aurait aussi été mentionné à un moment. Bien que son comportement soit aujourd'hui courant chez les stars de la télé-réalité et les célébrités porte-parole, ce genre d'autopromotion était inédit à l'époque. Un journal de 1961 affirmait que Jayne Mansfield avait su profiter de la célébrité, pouvant ainsi créer un nouveau type de star. Le rôle importe peu, mais la rémunération est exceptionnelle. Même Mademoiselle Prévention Incendie n'aurait pu éviter ce tacle. Comme Mansfield avait toujours du mal à décrocher des rôles importants au cinéma, la Fox a définitivement mis fin à son contrat après le décès de Marilyn Monroe en 1962 et son attaque. Désespérée, elle a pensé que créer plus de controverses était son seul moyen de revenir sous les projecteurs. Ainsi, en 1963, l'actrice a joué dans Promise et a offert au grand public quelque chose de nouveau, la nudité. Bien qu'elle ait déjà été vue en serviette dans Will Success Spoil Rock Hunter et ait eu des incidents de garde-robe en public, c'était la première fois qu'une actrice américaine apparaissait entièrement nue dans un grand film de l'ère sonore. Cela peut sembler étrange aujourd'hui, mais la nudité était alors inédite dans les films américains. Jayne Mansfield espérait que briser ce tabou revitaliserait sa carrière. Le scandale autour du film lui a attiré un peu d'attention, mais ne l'a pas aidée à être prise au sérieux comme actrice. Au milieu des années 60, les gens avaient cessé d'acheter des billets pour ces films. Elle s'est tournée vers la télévision et le théâtre local pour continuer à travailler et aurait commencé à boire excessivement.
Bien qu'elle ait encore du succès financier, l'image de pin-up trop sexualisée qui lui avait permis d'obtenir tout ce qu'elle voulait pendant des années commençait à sérieusement se retourner contre elle. Alors, que s'est-il passé? Vous voyez à quel point vous en avez assez de voir les Kardashian partout? Sa stratégie de saturer les journaux et les magazines avec son image avait fini par lasser le public de Jayne Mansfield. Un journaliste de l'époque affirme que Jayne Mansfield fait vendre des journaux et des magazines, attire des millions de téléspectateurs et rassemble des foules partout. Mais au cinéma, c'est un véritable échec. Il se pourrait que le public ait eu tellement de Jayne Mansfield gratuitement que payer pour le même privilège était trop demandé. Même sa tentative de créer un pilote de télévision en 1965 n'a pas abouti. L'émission Jayne Mansfield aurait été une méta-sitcom sur une femme qui était devenue célèbre en tant que sex symbole, mais qui luttait désormais pour être prise au sérieux comme actrice shakespearienne. Et ça semble être une excellente émission. L'idée de Mansfield était sans doute trop en avance, mais personne n'était intéressé. La carrière de Jayne Mansfield ne s'est jamais relevée et sa vie personnelle a également commencé à déraper. Après son troisième divorce, Mansfield a entamé une relation avec son avocat spécialisé dans les divorces, Sam Brody. Brody aurait été violent envers Mansfield et sa fille aînée, et elle sombrait de plus en plus dans l'alcoolisme. Alors que les deux voyagèrent ensemble avec 3 des enfants de Mansfield et leur chauffeur, le 29 juin 1967, la tragédie a frappé. Elle quittait une apparition publique dans un restaurant à Biloxi, Mississippi, lorsque leur chauffeur a percuté l'arrière d'un semi-remorque. Jayne Mansfield, Sam Brody et le chauffeur sont tous morts sur le coup. Les enfants, endormis sur la banquette arrière, ont été blessés mais ont survécu. Jayne Mansfield a continué à faire les gros titres après sa mort. Des rumeurs suggèrent parce que sa mort serait due à une malédiction d'Anton LaVey, fondateur de l'église de Satan, jaloux de Brody après une brève relation avec Jayne Mansfield. Même si Anton LaVey a peut-être maudit le couple, il ne semble pas du genre à s'en priver, il est peu probable que cela ait un lien avec l'accident. La mort de Jayne Mansfield a eu un effet positif. Après l'accident, l'Administration nationale de la sécurité routière a imposé que toutes les remorques de camions soient munies d'une barre anti-encastrement arrière pour éviter que les véhicules ne passent en temps dessous, comme l'avait fait la voiture de Jayne Mansfield. Cette mesure de sécurité est souvent appelée la barre Mansfield. Pourquoi la carrière de Jayne Mansfield a-t-elle décliné aussi vite alors que Marilyn Monroe, considérée comme très similaire et opposée à elle par un grand studio, est devenue une icône adulée? Cela pourrait être parce que Marilyn Monroe se présentait comme inaccessible, tandis que Jayne Mansfield offrait au public une fenêtre sur chaque aspect de sa vie, ouvrant la voie aux stars de la télé-réalité moderne et aux chasseurs de notoriété. Sa carrière a peut-être stagné à mesure que les standards de beauté évoluaient. Lorsque Jayne Mansfield est devenue populaire à la fin des années 1950, elle a exploité son image de blonde pulpeuse, alors jugée idéale, pour devenir une star. Mais pendant les années 1960, l'idée populaire de l'attrait sexuel a commencé à passer des pin-up des années 1940 et 1950 à de nouvelles vedettes branchées comme l'actrice Raquel Welch et le mannequin Twiggy. Mais Jayne Mansfield, qui a bâti une carrière courte mais marquante grâce à sa maîtrise des médias, aurait sans doute trouvé un moyen de rester pertinente. Elle aurait sans doute teint ses cheveux en roux. Le film Roar de 1981 raconte l'histoire d'un homme qui vit paisiblement parmi des animaux sauvages en Afrique jusqu'à ce que sa famille lui rende visite et que tout parte en vrille. Mais l'enfer s'est joué en coulisses, où 70 membres de l'équipe et de la distribution ont été blessés sur le plateau. Et ce n'est que le début. Maintenant, jetons un œil à quelques partenaires de tournage vraiment terribles. Pour une production hollywoodienne moderne nécessitant des animaux dangereux, le réalisateur utiliserait probablement des images de synthèse pour les intégrer au film. Mais ce n'était pas une option pour Noël Marshall, alors il a utilisé de vrais lions, et pas seulement des lions. Une fois le tournage principal commencé, en octobre 1976, une ménagerie complète d'animaux a été amenée sur le plateau. La distribution animale comprenait 132 lions-tigres, léopards, cougars et jaguars. Et ce n'était que les grands félins. Moins griffus mais tout aussi dangereux, il y avait un éléphant mâle de 10 000 livres nommé Timbo. L'inspiration pour Roar est venue d'une expérience réelle du réalisateur Noël Marshall et de sa femme Tippi Hedren, qui ont eu l'idée du film après avoir voyagé en Afrique.
Le couple a visité une réserve animalière au Mozambique où ils ont vu un vieux bâtiment rempli d'une troupe de lions. Après cela, ils ont eu l'idée d'un scientifique vivant en harmonie avec les lions, les protégeant des chasseurs. Le couple croyait que le film se passerait en Afrique, mais serait filmé en Californie. Donc, en 1971, ils ont commencé à élever des lionceaux chez eux à Sherman Oaks, en Californie, qui est la même ville où ils ont tourné Fast Times at Ridgemont High. Très africain, n'est-ce pas? Noël et Tippi partageaient aussi la maison avec leurs 3 enfants. Marshall et Edron pensaient en fait qu'ils étaient prudents. Ils se disaient qu'élever les lions avec leurs enfants réduirait les risques que l'équipe et les acteurs soient attaqués une fois la production commencée. John Marshall, fils du réalisateur, se rappelait avoir vécu 6 mois avec des lions dans la maison. Il plaisantait en disant qu'on les appelait adolescents car à 3 heures du matin, quand on s'endormait, ils pouvaient te tuer. Quand ils ne te tuent pas, tu apprends à leur faire confiance. Je parie que ces gamins ressemblaient à de gros hors-d'œuvre pour ces félins. Des attaques fréquentes ont eu lieu sur le tournage de Roar, ce qui n'a sans doute pas plu à l'assurance. On pourrait penser que la production ne voudrait pas trop que ça se sache, mais au contraire, Noël Marshall a laissé plusieurs des véritables attaques de grands félins dans le montage final du film. Cela inclut des scènes dans lesquelles sa propre belle-fille et sa femme ont été si grièvement blessées qu'elles ont dû être hospitalisées. Cette atmosphère a naturellement créé beaucoup de peur et la détresse réelle des acteurs est visible à l'écran. Donc non seulement Marshall n'a remporté aucun prix du meilleur réalisateur pour ce film, mais il n'était pas non plus en lice pour le titre de père de l'année. D'après tous les témoignages, Marshall a à plusieurs reprises mis en grand danger ses acteurs, son équipe et, encore une fois, sa propre famille, pour obtenir des images. Selon son fils John, Marshall refusait de crier « coupez », même lorsque ses acteurs appelaient à l'aide. Selon le critique de cinéma Matt Singer, les acteurs de Roar ressemblent à des otages forcés de jouer des rôles sous la menace d'une arme. Il a également réfléchi au fait que le message apparent de Roar est celui d'une cohabitation pacifique entre les espèces. Mais ce message est contredit par scène après scène où les lions détruisent des choses, mangent des choses, sautent sur des choses et, de manière générale, effraient tout le monde qu'ils rencontrent. Melanie Griffith, la fille adolescente de Tippi Hedren, devenue célèbre avec Working Girl, Dangereuse sous tout rapport, Fenêtre sur Pacifique et Le bûcher des vanités, a été choisie pour Roar, une expérience traumatisante pour elle. Elle a quitté le projet, disant ne pas vouloir se retrouver avec la moitié du visage en moins. Malheureusement pour elle, elle est revenue seulement pour être mordue et griffée par un lion. Griffith a subi une chirurgie reconstructive du visage pour réparer les dégâts. Pour aggraver la situation, la scène où Griffith est attaqué apparaît dans le film fini. Tippi Hedren a écrit un livre en 1988 sur la réalisation de Roar, intitulé « Les chats de Champala ». Étrangement, elle espérait que son récit sur le tournage d'un film où des gens étaient sans cesse attaqués par des lions illustrerait le potentiel des relations entre humains et grands félins. C'est difficile à comprendre, mais visiblement, elle ressentait encore cela même après que sa famille et elle aient failli être tuées par les grands félins. Pour être clair, Hedren a subi sa part d'abus pendant la production. Elle a développé une gangrène après que Timbo, l'éléphant, lui ait écrasé la jambe entre sa trompe et sa défense. Un lion l'a mordue à l'arrière de la tête. Elle a aussi eu des fractures à la jambe et a dû subir des greffes de peau après avoir été projetée par Timbo en le montant. Une grande partie de ces attaques figure au montage final et apparaît dans le film. John Marshall, fils de Noël Marshall, a joué dans Roar et assuré de nombreuses autres tâches de production. Comme le reste de la famille, John n'est pas sorti du tournage indemne. Dans un autre incident filmé qui s'est produit très tôt pendant la production, un lion mâle a mordu la tête de Marshall et a refusé de lâcher prise. Il a fallu 6 hommes et 25 minutes pour le libérer de l'emprise du lion. Au final, il a reçu 56 points de suture. La plupart d'entre nous auraient pensé « Ce travail n'est peut-être pas pour moi », mais cela n'a pas empêché John de revenir sur le plateau. Il est retourné travailler 2 jours plus tard. Le spectacle doit continuer. Mais est-ce vraiment le cas ? Peut-être par un certain sens de loyauté père-fils, John Marshall était le seul membre de la famille prêt à promouvoir Roar lors de sa ressortie en 2015.
Lors des interviews, il a confié faire encore des cauchemars à cause du tournage et, mettant de côté sa loyauté, a aussi tenu des propos durs envers son père. Papa était un enfoiré d'avoir fait ça à sa famille. Mais ont-ils déjà travaillé pour James Cameron ? Noël Marshall, scénariste, réalisateur et vedette de Roar, emportait les blessures. En fait, Marshall a fini avec tellement de morsures, dont certaines ont été filmées et d'autres non, qu'il a fini par développer une gangrène. Le réalisateur a été hospitalisé 6 mois en raison de la gangrène et de multiples blessures à la jambe causées lorsqu'un lion l'a traîné sur le plateau. Il lui a fallu des années pour s'en remettre. On peut appeler ça souffrir pour son art. Jean Debon a été directeur de la photographie pour des films cultes comme Piège de cristal, À la poursuite d'Octobre rouge et Basic Instinct. Mais Roar fut le premier tournage américain du directeur de la photographie néerlandais et il a failli être le dernier. Filmer des animaux sauvages de près comportait évidemment des risques. Debon s'est fait scalper par un lion et a eu besoin de 120 points de suture pour rattacher sa peau. L'acteur John Marshall se souvient avoir pensé que la production devrait trouver un nouveau directeur de la photographie car il pensait qu'il n'y avait aucune chance que Debon revienne. Mais comme un vrai professionnel et peut-être un fou, Debon a terminé le tournage du film. Quand il est revenu, Marshall était stupéfait. Roar a été tourné dans le canyon de Soledad, à environ 80 km au nord de Los Angeles, Californie. Et si l'État doré est aussi connu pour son climat agréable, il l'est aussi pour ses incendies de forêt. Oui, les incendies incontrôlables sont courants en Californie. Et avant la fin du tournage, le plateau de Roar a failli être détruit par 2 incendies distincts ainsi que par une inondation. Le déluge a emporté plusieurs lions, a détruit le plateau et a effacé une partie des séquences terminées ainsi que du matériel de tournage. Des lions se sont échappés lors de l'inondation, forçant la police à en abattre 3. Ces catastrophes naturelles ont retardé la production de plusieurs années et coûté des millions de dollars. Tippi Hedren et Noël Marshall ont divorcé en 1982. Et sans surprise, le fils de Marshall, John, pense que la catastrophe qu'a été Roar y est pour quelque chose. Selon John, Mélanie était la belle-fille de Noël, mais la véritable fille de Tippi. Il pensait que le fait que son père ait continuellement mis la jeune fille de 17 ans à l'époque dans un tel danger avait profondément marqué sa mère. Bien que d'autres facteurs aient pu jouer un rôle, la théorie de John semble assez facile à croire. Noël Marshall pensait pouvoir tourner Roar en 6 mois avec un budget d'1 million de dollars. Cependant, lorsque des lions sont les co-vedettes d'un film, il y a forcément des complications et il y en a effectivement eu. Marshall et son directeur de la photographie, Jean Debon, ont été contraints de filmer les scènes dans un style documentaire, couvrant souvent l'action avec 8 caméras Panavision 35 nm. La scène où Marshall conduit une Jeep avec des tigres à l'arrière a demandé 2 semaines de répétition. Et comme les acteurs nécessitaient fréquemment une hospitalisation et que des catastrophes naturelles continuaient de détruire les décors, le film a été sans cesse retardé. Au final, Roar a pris 5 ans et a coûté des millions de dollars. Une grande partie du film a finalement été financée personnellement par Marshall et Hedren après que leurs investisseurs se soient retirés. Des financiers intelligents. Pour tout le sang, la sueur et les larmes, au sens propre qui ont été versés pour Roar, il n'est même pas sorti en Amérique du Nord lorsqu'il a été terminé en 1981. Hollywood a tout simplement perdu tout intérêt après tous les retards de production. Hollywood si capricieux. Il a bien été projeté dans plusieurs salles à travers le monde, mais n'a rapporté qu'un maigre million de dollars au box-office. Des décennies plus tard, cependant, en 2015, Draft House Film a finalement projeté Roar sur grand écran aux États-Unis. La société a ressorti le film dans 6 salles à travers le pays, avant d'étendre sa diffusion ce printemps-là, puis de sortir en DVD durant l'été. Le film a aussi été montré au festival South by Southwest. Dans des interviews, le fondateur de l'Alamo Drafthouse, Tim League, a décrit le film comme ce petit trésor méconnu que nous espérons faire découvrir à un tout nouveau public. C'est une façon de le dire. La 4e dimension fut l'une des séries américaines les plus durables de son introduction iconique à la façon de parler souvent imitée de son créateur et présentateur. La 4e dimension a défini pour toute une génération ce à quoi la science-fiction réfléchit,
fouillée et intelligente pouvait aspirer. Et puis, dans les années 80, elle a été adaptée en long métrage et la catastrophe est survenue. La quatrième dimension était une série télévisée diffusée de 1959 à 1964. C'était le fruit de l'imagination du scénariste Rod Serling. La série a duré au total 5 saisons et a présenté les premières apparitions de nombreuses futures superstars telles que Dennis Hopper, William Shatner et Robert Redford. La quatrième dimension a conquis le cœur et l'esprit des Américains de tous horizons. Au début des années 80, tout Hollywood parlait de ramener la quatrième dimension. Finalement, Steven Spielberg a été engagé pour s'occuper du reboot. Alors que des discussions visaient à son retour à la télévision, Spielberg a préféré solliciter ses collègues réalisateurs hollywoodiens et porter le chef-d'œuvre de Rod Serling au cinéma. Spielberg a décidé que le film La quatrième dimension serait un remake de 3 épisodes de la série originale et d'une toute nouvelle histoire inédite. Les réalisateurs choisis pour le projet étaient John Landis, Joe Dante, George Miller et bien sûr Spielberg lui-même. John Landis a été chargé de réaliser Time Out, basé sur l'épisode classique Equality of Mercy de la série télévisée La quatrième dimension. Le vétéran acteur de caractère Vic Morrow a été choisi pour incarner Bill Connor, un homme profondément raciste qui, dans un retournement karmique du destin, est mystérieusement renvoyé dans le passé, sautant d'une époque à l'autre. Il vit successivement la Seconde Guerre mondiale comme juif face aux nazis, puis comme homme noir face au Ku Klux Klan, et enfin comme vietnamien pendant la guerre du Vietnam. Il se retrouve à protéger 2 petits-enfants des troupes américaines. À l'origine, la fin de Time Out montrait que Bill Connor restait sans remords tout au long de l'histoire. Cependant, après que le studio a exprimé des inquiétudes, Landis a ajouté une scène où Connor sauve les 2 enfants de tir venant droit sur eux, risquant sa propre vie, donnant ainsi un peu plus de profondeur au personnage. Son personnage prononce les mots « Je le jure devant Dieu, je vous protégerai », ce qui s'avérera être une prémonition ironique. Pendant la pré-production accélérée du film, Landis et son équipe faisaient face à un problème de conception à résoudre rapidement et discrètement. Ils devaient trouver comment tourner des séquences incroyablement complexes et longues avec des enfants. La Screen Actors Guild imposait des règles strictes encadrant le travail des enfants au cinéma et un couvre-feu rigoureux. Quelqu'un dans l'équipe a suggéré que pour contourner cette exigence, il pourrait engager 2 enfants non syndiqués et les payer comme figurants. Landis a accepté. Les parents n'avaient ni pas été avertis de la présence ni des dangers de l'hélicoptère avant le tournage. Landis et son équipe ont terminé une prise vers 22h30 le soir en question. Les enfants ont été renvoyés auprès de leurs parents. Puis, vers 2h30 du matin, une prise avec une explosion massive a été réalisée que le pilote d'hélicoptère Dorsey Wingo a jugée extrêmement dangereuse. Les machines à pluie rendaient son travail difficile à effectuer en toute sécurité. Wingo a demandé à son copilote comment il devrait informer le réalisateur de leurs difficultés. Mais avant qu'il n'ait eu la chance de s'exprimer, Landis s'est approché d'eux en disant « J'ai besoin que vous voliez plus bas. J'ai besoin que vous vous rapprochiez. » Ils ont d'abord exprimé des hésitations, mais Landis, muni d'un porte-voix, a crié sur les hommes. Le véhicule en question était un hélicoptère Bell UH-1 Iroquois, mieux connu sous le nom de Huey. Dire que cet hélicoptère était robuste et capable d'effectuer les cascades en question est vrai. L'hélicoptère avait littéralement été testé au combat après avoir servi pendant la guerre du Vietnam. Cette nuit-là, il filmait une scène finale où Morrow fuyait à travers une rivière peu profonde d'1,50 m de profondeur et 6 mètres de long. Il devait transporter les 2 enfants acteurs à travers la rivière, poursuivis par des soldats américains. Enfants et parents ont été appelés sur le plateau pour tourner la séquence. Les avis divergent quant à ce que Dorsey Wingo, vétéran du Vietnam, pensait réellement qu'il allait se passer. Certains disaient qu'il ne s'attendait pas à des explosions, d'autres pensaient l'inverse. Alors qu'il s'apprêtait à tourner, un membre de l'équipe de production a exprimé son inquiétude en disant que c'était trop dangereux à filmer, moment où John Landis s'est retourné, a souri et a dit « Vous n'avez encore rien vu ». L'hélicoptère de Wingo planait à environ 7,5 mètres du sol. Le plan prévoyait que l'hélicoptère survole les acteurs traversant la rivière, se pose sur une bande de terre,
puis que Vic Morrow et les deux enfants s'y réfugient pour la scène finale. Au signal « Action », Wingo a pivoté l'hélicoptère de 180 degrés pour préparer l'atterrissage. Cependant, un obus de mortier a été tiré au mauvais moment, heurtant la queue de l'hélicoptère et la détachant. L'hélicoptère est parti en vrille et s'est précipité vers le sol. À ce moment précis, Morrow avait accidentellement laissé tomber Chen dans l'eau. Il a tenté de la rattraper mais a réagi trop lentement. Les acteurs sont morts sur le coup. Morrow et Lee décapités par les pales de l'hélicoptère, Chen écrasé par la machine. Le plateau a été fermé après l'accident et les parents des deux enfants ont été conduits en urgence à l'hôpital le plus proche sans pouvoir s'arrêter de pleurer et de crier. Le personnel a constaté leur état de choc. L'histoire a pris de l'ampleur, le public et les médias examinant de près ce qui s'est passé cette nuit-là. Les infos sur Landis, le contournement des lois du travail par la production et sa citation « Vous n'avez encore rien vu » ont marqué les journaux télévisés du soir durant des mois. En octobre 1984, le Bureau national de la sécurité des transports a fait état de la tragédie et une enquête a été ouverte. En mars de cette année-là, l'administration fédérale de l'aviation a instauré des règles encadrant les aéronefs lors des productions cinématographiques et télévisuelles. Cependant, les nouvelles règles ne visaient que les avions à voilure fixe, pas les hélicoptères. Le Bureau national de la sécurité des transports a recommandé un amendement aux réglementations pour inclure les hélicoptères, ce qui a été accepté en 1986, mais cette mesure est arrivée trop tard et était insuffisante. Des personnes étaient mortes et le public réclamait justice. La tragédie et l'indignation liées à l'accident sur le tournage de la 4e dimension ont entraîné une action civile et un procès pénal contre les réalisateurs durant des années. En 1986, un procès devant un tribunal de l'État a eu lieu. John Landis et ses complices ont été inculpés de 3 chefs de négligence grave et de 3 chefs d'homicide involontaire pour décès dans des circonstances illégales. Un premier procès a été lancé. Il a été rejeté pour manque de preuves, mais ensuite, devant une cour d'appel, il a abouti à un procès devant jury. Les jurés du procès étaient étroitement surveillés et, à un moment donné, ils ont même été emmenés sur le lieu de l'accident pour assister à une reconstitution des événements en question. Landis resta stoïque et silencieux durant tout le procès. Interrogé sur le visionnage des images avant le procès, il a répondu seulement 2 fois. C'est très difficile à regarder. Le père de Mike Ali, Daniel Lee, a témoigné qu'il avait entendu Landis demander au pilote d'hélicoptère de voler plus bas. Les 4 parents ont affirmé ne jamais avoir été informés de la présence d'explosifs ou d'hélicoptères sur le plateau. Tous ont confirmé qu'on leur avait répété plusieurs fois que personne n'était en danger lors du tournage. Landis, Folsey, Wingo, le directeur de production Allingham et le spécialiste des explosifs Paul Stewart ont témoigné. Les supérieurs ont reconnu l'embauche illégale de mineurs, mais ont affirmé n'avoir rien fait de mal lors du tournage. Ce fut une bataille acharnée. La première salve de la défense a allégué que les parents des enfants étaient des menteurs, qu'ils inventaient complètement des histoires. Harlan Brown, l'avocat de la défense, a dit cela. Ils nieront avoir su qu'il y aurait un hélicoptère et des effets spéciaux dans une scène similaire qu'ils avaient vue 5 heures plus tôt. Nous ne pouvons pas expliquer cela car M. Folsey leur a déjà tout dit. Un témoin indépendant était présent, ainsi qu'une autre famille recrutée dont les enfants servèrent de remplaçants et avaient eux aussi été informés. Pendant le procès, la défense a plusieurs fois demandé son annulation, ce qui a été refusé. L'assistante de production Donna Schumann a témoigné qu'elle pensait que les créatifs impliqués savaient absolument ce qu'ils faisaient, et qu'elle a entendu George Folsey dire qu'il le mettrait en prison pour avoir des enfants aussi près des explosifs. Le procès a continué avec des débats de plus en plus houleux. Chaque jour après la suspension de l'audience, la défense et l'accusation se tenaient dans le couloir et traitaient l'autre camp de menteurs devant une multitude de caméras de médias. Finalement, les accusés ont été acquittés lors du procès de 9 mois qui s'est déroulé de 1986 à 1987. Le procureur a ensuite indiqué qu'un des éléments majeurs ayant conduit le jury à les innocenter était qu'on leur avait, d'une façon ou d'une autre, menti. Que John Landis allait réaliser un film sur le procès et qu'il allait les engager pour jouer leur propre rôle. S'il voulait que le film soit fait et y apparaître, il devait l'acquitter. Il ne pouvait pas réaliser ce film depuis sa cellule. Est-ce que c'était vrai ? Bien sûr que non.
Mais le jury aurait entendu cela, et quoique Landis griffonnait sur un bloc-notes pendant le procès, ils le remarquaient tous ensemble, en supposant qu'il écrivait une scène pour ce film mythique. Et les familles des victimes? La famille Merrow a réglé une affaire civile à l'amiable en moins d'1 an. Les familles des enfants ont touché des millions de dollars lors de plusieurs procès civils, ce qui n'a évidemment pas atténué l'horrible douleur de perdre un enfant. Landis a parlé de l'incident en 1996 en disant « Il n'y avait absolument aucun aspect positif dans toute cette histoire. La tragédie, à laquelle je pense chaque jour, a eu un impact énorme sur ma carrière dont elle ne se remettra peut-être jamais. » Son comportement pendant le procès était apparemment si dénué de remords qu'il a définitivement mis fin à son amitié avec Steven Spielberg. Steven Spielberg a déclaré « Aucun film ne vaut qu'on meure pour lui. Aujourd'hui, les gens s'opposent plus qu'avant aux producteurs et réalisateurs trop exigeants. Chaque acteur ou membre de l'équipe a le droit et la responsabilité de crier « Coupez si quelque chose présente un danger ». À la sortie du film La quatrième dimension, les scènes tournées avec Vic Morrow et les 2 enfants traversant la rivière étaient absentes. Il n'y a pas de business comme le show business, du moins aucun business que nous connaissons. Et la devise du show business, c'est que quoi qu'il arrive, le spectacle doit continuer. Mais que faire lorsque la vedette du spectacle casse sa pipe avant la fin du tournage? Comment s'en sortent-ils? Le 22 janvier 2008, Heath Ledger, âgé de 28 ans, a été retrouvé inconscient dans son lit par sa femme de ménage et sa masseuse. En apprenant la situation, l'amie de Ledger, Mary-Kate Olson, a envoyé un agent de sécurité privé sur les lieux, mais il était déjà trop tard. Ledger avait succombé à ce qui serait plus tard considéré comme une overdose de médicaments. L'acteur australien, alors surtout connu pour ses rôles dans des films comme Le Secret de Brokeback Mountain, venait tout juste de terminer le tournage de son rôle du Joker dans The Dark Knight de Christopher Nolan et était en plein tournage de l'Imaginarium du Dr Parnassus de Terry Gilliam lorsqu'il est décédé. Pour terminer le film, Terry Gilliam a fait appel aux proches amis de Ledger, Johnny Depp, Jude Law et Colin Farrell pour incarner des versions transformées du personnage de Ledger dans les scènes restantes. Le 30 novembre 2013, Paul Walker, surtout connu pour son rôle de Brian O'Connor dans la franchise Fast and Furious, quittait un événement caritatif avec son ancien compagnon de course, Roger Rodas. Rodas a perdu le contrôle de sa Porsche Carrera GT et a percuté un arbre, tuant instantanément les 2 hommes. Le tournage de Fast and Furious 7 était encore en cours quand Universal Pictures a suspendu le film pour une durée indéterminée pour consulter la famille de Walker sur la suite à donner. Finalement, les scènes de Walker ont été terminées grâce à une combinaison d'effets spéciaux et de doublures, y compris ses 2 vrais frères, Caleb et Cody. En d'autres termes, ils ont terminé le dernier rôle de Walker grâce à la force de la famille. Brian O'Connor serait fier. Une légende urbaine dit que la famille de Bruce Lee était maudite. Même sans croire aux malédictions, on comprend pourquoi cette rumeur est née. La vie de Lee a été tragiquement écourtée à l'âge de 32 ans, dans des circonstances étranges, et son fils Brandon Lee a ensuite été tué lors d'une cascade qui a mal tourné sur le tournage du film d'action surnaturel The Crow. Le 31 mars 1993, alors qu'il tournait une scène dans laquelle le personnage de Lee devait se faire tirer dessus, le pistolet factice contenait un fragment de vraies balles restées dans la chambre après avoir été chargé précédemment pour filmer un gros plan. Lorsque la cartouche à blanc a été tirée, le fragment a été expulsé avec la force d'une balle, touchant Lee à l'abdomen. Il est décédé plus tard, dans la journée, à l'âge de 28 ans. Au lieu d'abandonner, les réalisateurs ont fini The Crow avec des doublures et effets spéciaux, et le film est devenu culte. Le 31 octobre 1993, River Phoenix, célèbre pour ses apparitions dans des films comme Stand By Me et My Own Private Idaho, a succombé à une overdose de drogue devant le Viper Room à Hollywood. L'autopsie a révélé plusieurs drogues, dont cocaïne et morphine, dans son corps. Plus tard, des rapports ont indiqué que Phoenix avait fait la fête avec John Frusciante, guitariste des Red Hot Chili Peppers. Au moment de sa mort, Phoenix avait terminé environ 80% du tournage de son rôle dans le drame Dark Blood réalisé par George Schlisser. Le film resterait inachevé pendant 19 ans et la famille Phoenix refuserait d'aider à sa finalisation.
Il a finalement été projeté en projection privée au Festival du film des Pays-Bas en 2012 avec Schlisser utilisant une narration pour remplacer les scènes manquantes. Il a ensuite été présenté dans d'autres festivals et a reçu surtout des critiques positives. Le 2 février 2014, Philip Seymour Hoffman a été retrouvé décédé d'une overdose d'héroïne. Après plus de 25 ans de sobriété, l'acteur oscarisé avait malheureusement rechuté seulement 8 mois avant sa mort. À ce moment, Philip Seymour Hoffman avait encore une semaine de tournage pour Hunger Games, La Révolte, mais il avait déjà filmé assez de scènes pour finir le film. Le film a été dédié à l'acteur disparu. Le 29 novembre 1981, Natalie Wood s'est noyée au large de l'île de Catalina, en Californie. Natalie Wood était en bateau avec son mari Robert Wagner, l'acteur Christopher Walken et le capitaine Denis Daverne. Bien que la mort de Natalie Wood ait été initialement considérée comme accidentelle, les circonstances entourant l'événement restent mystérieuses. En 2018, la police a désigné Wagner comme une personne d'intérêt, le citant comme la dernière personne à avoir vu Natalie Wood vivante. Lors de sa disparition, Natalie Wood tournait le thriller de science-fiction Brainstorm, 1983, avec Christopher Walken. Après la mort de Natalie Wood, le studio voulait arrêter la production, mais Douglas Trumbull a convaincu l'assurance de financer la fin du film. Lana, la sœur de Natalie Wood, a été mise à contribution pour terminer les quelques scènes qui restaient à Natalie Wood, et le film a reçu des critiques mitigées. La célèbre blonde fatale Marilyn Monroe était en plein tournage de la comédie Something's Got to Give lorsque son corps a été découvert dans sa maison de Brentwood, en Californie, le 5 août 1962, au Maison Coursam de Courant. La cause du décès de Marilyn Monroe a été rapportée comme une overdose de barbiturique. Le film, seulement partiellement terminé, n'a pas pu être achevé sans Marilyn Monroe, il n'a donc jamais été diffusé. Cependant, cela ne veut pas dire qu'il soit totalement perdu. Des séquences ont servi à réaliser le documentaire de 1990, Marilyn, Something's Gotta Give. John Candy, star comique très apprécié des années 1980, était connu pour ses rôles touchants, notamment dans Planes, Trains and Automobiles. Cependant, son dernier film, Wagons East, était tout sauf iconique. Avec un impressionnant 0% sur Rotten Tomatoes, Wagons East est depuis longtemps considéré comme l'un des pires westerns de tous les temps. Malheureusement, après avoir terminé son dernier jour de tournage principal, Candy a subi une grave crise cardiaque dans son sommeil le 4 mars 1994. Wagons East a été terminé en utilisant des doublures, des effets spéciaux et des réécritures, mais le résultat final fut un hommage doux amer lorsque le film a fait un flop au box-office. Corey Monteith était l'une des révélations de la comédie musicale Glee diffusée sur Fox. Malheureusement, le 13 juillet 2013, entre la 4e et la 5e saison de la série, l'acteur de 31 ans est décédé dans sa chambre d'hôtel à Vancouver, au Canada. Les autorités ont déterminé qu'il avait été victime d'une overdose accidentelle, mais ont écarté toute intervention criminelle. Pour rendre hommage à Monteith, Glee a diffusé un épisode spécial, The Quarterback, montrant les conséquences de la mort de son personnage Finn Hudson. L'épisode, généralement bien accueilli, s'est terminé par une dédicace à Monteith. Le 11 septembre 2003, en tournant la sitcom d'ABC 8 règles simples, la star John Ritter, célèbre pour Three's Company, s'est effondré suite à des douleurs thoraciques. L'acteur a été transporté d'urgence à l'hôpital situé en face et est décédé plus tard dans la soirée d'une dissection aortique causée par une malformation cardiaque congénitale non diagnostiquée auparavant. L'équipe créative a intégré la mort du personnage de Ritter dans la série, raccourci le titre en 8 règles simples et ajouté James Garner comme grand-parent vivant avec la famille. La série a continué sous cette nouvelle forme pendant encore une saison et demie avant d'être annulée en 2005. Le 4 septembre 2006, le célèbre aventurier australien, défenseur de l'environnement et des animaux, Steve Irwin, connu sous le nom du chasseur de crocodiles, est tragiquement décédé après une rencontre accidentelle avec une raie pastenague. Au moment de sa mort, le chasseur de crocodiles tournait le documentaire sous-marin Les Prédateurs des océans.
Le documentaire serait achevé après le décès d'Irwin et le produit final ne contiendrait aucune image ni même aucune référence à sa mort, à l'exception d'une dédicace. Fait intéressant, alors que Terry, la veuve d'Irwin, affirme que les images de ses derniers instants ont été détruites, certains membres de l'équipe de production disent qu'elles existent encore. Lorsque Don Rickles est décédé à l'âge de 90 ans en 2017, il n'avait pas encore enregistré ses répliques pour Toy Story 4 sorti en 2019. Cependant, le réalisateur Josh Cooley ne voyait personne d'autre pour incarner Monsieur Patate et refusait que la mort l'en empêche. Pour finir le film, l'équipe de montage de Pixar a examiné plus de 20 ans d'enregistrement de Don Rickles, dont des dialogues, prises ratées, courts-métrages et jouets sous licence, et a consigné chaque mot, chaque tout et chaque fredonnement afin de pouvoir assembler tout ce dont ils avaient besoin. Ensuite, Cooley a collaboré avec Andrew Stanton et Stephanie Folsom pour écrire des répliques générales de Monsieur Patate en utilisant la base de données des citations archivées de Rickles. Ça a marché et le film a été un succès. L'icône du film d'horreur, Bela Lugosi, surtout connue pour avoir incarné le comte Dracula, a succombé à une crise cardiaque fatale le 16 août 1956, alors qu'il tournait le film à petit budget Plan 9 from Outer Space. Après la mort de Lugosi, le célèbre réalisateur Ed Wood a demandé au chiropracteur de la famille de reprendre le tournage des scènes restantes de Lugosi, même s'il ne ressemblait ni ne parlait comme l'acteur. Comment cela s'est-il passé ? Eh bien, Plan 9 a été célèbrement qualifié de pire film de tous les temps, mais il compte encore aujourd'hui une immense communauté de fans fidèles. L'acteur légendaire de films d'horreur en aurait sans doute été amusé. Connu pour son rôle principal dans la sitcom classique Sanford et Son, l'acteur Redd Foxx est décédé le 11 octobre 1991 après avoir subi une crise cardiaque sur le plateau de son émission The Royal Family. Parce que le personnage de Redd Foxx dans Sanford et Son simulait souvent des crises cardiaques comme une blague récurrente, ses collègues de plateau ont d'abord cru que l'acteur plaisantait, mais ils ont vite compris la terrible vérité. L'émission avait été conçue autour de Redd Foxx, donc lorsque la décision a été prise de continuer la production sans lui, elle a souffert au niveau des audiences. Les producteurs ont dédié un épisode à la disparition du personnage de Redd Foxx et invité Jackie Harry pour réorganiser l'émission. Malgré les deux rôles joués par Jackie Harry, l'émission ne s'est jamais remise de la perte de sa vedette et a été annulée avant la fin de la saison. Seulement 12 jours après la première diffusion de sa série ABC, 8 ça suffit, l'actrice primée aux Emmy Awards, Diana Hyland, s'est vue diagnostiquer un cancer du sein et est décédée le 27 mars 1977. Bien que seulement quelques épisodes ayant été diffusés, le personnage de Diana Hyland, la mère de la famille, n'a pas été remplacé. Sa mort a été intégrée à la série et 8 ça suffit s'est poursuivi pendant 5 saisons de plus. Le 23 juillet 1982, le vétéran acteur Vic Morrow a péri dans un accident dramatique lors du tournage d'une scène de guerre pour le film La quatrième dimension. Vic Morrow et 2 enfants comédiens tournaient une scène d'évasion lorsqu'un hélicoptère, planant à 7 mètres au-dessus d'eux, s'est écrasé sur eux, les blessant mortellement tous les 3. Le réalisateur John Landis a été inculpé d'homicide involontaire, mais il a été acquitté après un procès de 9 mois. Le film est sorti et a reçu des critiques mitigées, poussant Steven Spielberg, co-réalisateur de La quatrième dimension, à rompre ses liens avec John Landis. Le 15 mars 1958, l'icône hollywoodienne Tyrone Power, célèbre pour des classiques comme Le Signe de Zorro de 1940, tournait une scène de combat à l'épée pour l'épopée Salomon et La Reine de Saba de 1959. Se plaignant d'une douleur au bras, Tyrone Power a interrompu le tournage avant de subir une grave crise cardiaque sur le plateau et il est décédé lors de son transfert à l'hôpital. Après mûre réflexion, le studio a décidé de confier le rôle de Tyrone Power à Yul Brynner. Le film a été terminé et est sorti en salle, rencontrant un succès commercial mais des critiques défavorables. En fait, le réalisateur du film, King Vidor, a publiquement déploré à quel point Tyrone Power aurait été meilleur dans le rôle que Yul Brynner. On imagine que ce fut la dernière fois que Brynner lui a rendu service.
Interprétant le patriarche Jock Ewing dans le feuilleton emblématique Dallas, le vétéran acteur Jim Davis est apparu dans 75 épisodes au cours des 4 premières saisons de la série. Mais Jim Davis, on lui avait diagnostiqué une tumeur au cerveau et il est décédé le 26 avril 1981 alors que la 4e saison était encore diffusée. Comme les fans de Dallas s'en souviendront, le personnage de Jim Davis, Jock, est mort dans un accident d'hélicoptère alors qu'il revenait d'Amérique du Sud dans un épisode diffusé en janvier 1982, un événement qui est devenu un moment clé dans l'intrigue de la série. Malgré la perte de Jim Davis, la série a continué pendant 9 années supplémentaires. L'actrice de film pour adultes Bambi Woods a joué dans l'un des films les plus infâmes des années 1970 pour ensuite sembler disparaître de la surface de la Terre seulement quelques années plus tard. C'est l'un des mystères les plus tenaces d'Hollywood et il n'a jamais été officiellement résolu. Ces films ne sont peut-être pas à regarder au travail, mais cette vidéo devrait passer. En 1978, Bambi Woods a joué dans le film pour adultes très médiatisé Debbie Does Dallas et ses expériences réelles lors des auditions pour l'équipe de Pom Pom Girls des Dallas Cowboys auraient inspiré l'intrigue du film. Si vous ne connaissez pas, Debbie Does Dallas raconte l'histoire de Debbie, une pom-pom girl qui veut rejoindre l'équipe des Texas Cowgirls, célèbre mais n'a pas les moyens d'aller aux auditions. Debbie échange des faveurs intimes contre de l'argent pour poursuivre ses rêves. C'est une structure classique du voyage du héros. De plus, de nombreuses scènes ont été tournées dans la bibliothèque du Pratt Institute et du Brooklyn College. Les réalisateurs ont obtenu l'autorisation de filmer dans les 2 sites, sans préciser le type de film. Ils auraient pu dire que c'était pour un cours d'anatomie humaine. Les uniformes de Pom-Pom Girls des Texas Cowgirls dans le film sont presque identiques à ceux des véritables Pom-Pom Girls des Dallas Cowboys de l'époque, et l'équipe de la NFL n'a pas apprécié. Les Dallas Cowboys ont vite poursuivi les réalisateurs pour violation de droits d'auteur, mais ceux-ci ont tiré parti du procès, espérant gagner en publicité. Avec un procès intenté par l'une des équipes les plus populaires de la NFL, le film a attiré l'attention nationale et s'est vendu à 50 000 exemplaires après sa sortie en salle. Les films Debbie Does Dallas et le titre lui-même ont eu un tel succès qu'ils ont inspiré une foule de déclinaisons. Bambi Woods a repris son rôle de Debbie dans 2 suites. Debbie fait Dallas Partie 2 et Debbie fait Dallas 3. Le chapitre final sortit respectivement en 1981 et 1985. Étrange qu'ils aient nommé le dernier comme un film Vendredi 13. Eh bien, ce n'est peut-être pas si étrange. Debbie fait Wall Street est sorti en 1991 et en 2000, Debbie fait La Nouvelle-Orléans est sorti en vidéo. En 2007, Vivid Entertainment a sorti un film intitulé Debbie Does Dallas. Encore une fois, même une comédie musicale off-Broadway, Debbie Does Dallas, The Musical, est arrivée en 2000. De bien qu'elle ait le ton d'une comédie satirique et remplace les scènes pour adultes par des numéros musicaux. 5, 6, 7, 8. Woods faisait partie de l'âge d'or du porno, une époque où les films pour adultes sortaient en salle et laissaient une empreinte culturelle. Non, vraiment, les films classés X avaient autrefois droit à un week-end d'ouverture comme Batman. Bien que les profits fussent élevés, aucune réglementation ne régissait la production et la sécurité des acteurs était rarement prise en compte. Dans une interview de 1979 après la sortie de Debbie Does Dallas, Woods a révélé comment elle avait commencé dans le métier. Bien qu'hésitante au début, elle a fini par admettre devoir de l'argent à une amie du secteur du divertissement pour adultes. L'amie l'a convaincue de faire un film pour que Woods rembourse le prêt. Elle poursuit en disant que tourner le film était inconfortable et qu'il était étrange d'être filmé pendant les scènes classées X du film. Beaucoup pensaient bien que l'ascension de Woods la rendrait célèbre dans le cinéma. Et elle a effectivement fréquenté le Studio 54, la boîte de nuit préférée d'Andy Warhol et un lieu prisé par les célébrités de l'époque. Mais cela s'est avéré être la limite de sa célébrité. Woods a apparemment disparu après le 3e volet de Debbie et n'a plus jamais été vu ou entendu depuis. De nombreuses théories sur la disparition de Woods plongent dans la culture sordide de l'âge d'or. Certains estiment que l'actrice n'était pas prête pour autant d'attention, d'autres évoquent une overdose présumée ayant causé sa mort. Les théories sur la disparition de Bambi Woods ont été renforcées par des rumeurs similaires concernant Michelle Carpenter, alias Arcadia Lake,
qui jouait Tammy avec Woods dans Debbie Does Dallas. Arcadia Lake a joué dans plus de 40 films avant de prendre sa retraite en 1984. Pendant une courte période, elle a été mariée à Eric Edwards, son partenaire dans Debbie Does Dallas. Interrogés sur leur rencontre, ils auraient simplement répondu « au travail » puis changé de sujet. En 1991, Arcadia Lake serait décédée d'une overdose. Cependant, des rumeurs ont circulé selon lesquelles Arcadia Lake aurait eu des ennuis avec la mafia, c'est-à-dire le genre de problème où l'on se réveille avec une tête de cheval dans son lit. Aucune source ne corrobore cette théorie, mais l'industrie du film pour adultes a longtemps été liée au crime organisé. Debbie Does Dallas est directement liée à la Cosa Nostra, ce qui explique pourquoi beaucoup pensent pas qu'ils sont impliqués dans la disparition de Bambi Woods. Michael Zaffarano, alias Mickey Z, c'est un vrai nom de gangster, était producteur sur Debbie Does Dallas et un haut responsable de la famille du crime Bonanno. Il possédait en secret le théâtre Pussycat à New York, un des nombreux cinémas pour adultes des années 70 où Debbie Does Dallas était une grande attraction à sa sortie. Le FBI a commencé à enquêter sur Zaffarano et ses entreprises en 1978. En 1980, le FBI avait suffisamment de preuves contre lui pour lui délivrer un mandat. Mais lorsque les agents sont arrivés chez lui, Mickey Z a succombé à une crise cardiaque fatale à l'âge de 56 ans, vraisemblablement sur les conseils de son avocat. La réputation et la mort de Zaffarano ont renforcé la notoriété de Debbie Does Dallas. De plus, son destin étrangement soudain, survenu juste au moment où les fédéraux allaient lui passer les menottes, n'a rien fait pour apaiser les rumeurs concernant la disparition de Bambi Woods, la mort de Michelle Carpenter, ou même celle de Mickey Z lui-même d'ailleurs. Zaffarano a-t-il eu un arrêt cardiaque? S'est-il suicidé pour échapper à la capture? Ou a-t-il été éliminé avant d'être interrogé? Y avait-il des liens avec les personnes responsables de Debbie Does Dallas ou avec Woods et Carpenter? Les gens spéculent depuis des décennies maintenant, mais aucune réponse définitive n'a été trouvée. Dans un article de 2005 publié dans le journal australien The Age, le journaliste Luke Benedictus affirme que Woods a succombé à une overdose en 1986. Bien que l'article ne fournisse pas de source et que l'affirmation semble non fondée, cela offrirait une réponse simple, quoique tragique, à la disparition soudaine de Woods. Cependant, l'article manquait de détails crédibles et n'a jamais été repris par d'autres sources, et une enquête plus approfondie a révélé qu'il était assez peu solide. L'histoire paraît résulter du fait que Benedictus ait été trompé par des témoins ou ait inventé une solution à ce mystère hollywoodien. En 2007, une personne a envoyé un email au site web au titre déroutant « Yes but no but yes » en prétendant être Woods. La personne a accepté l'interview sans fournir de preuves d'identité. Lors de l'interview, la personne se faisant passer pour Woods a affirmé avoir quitté l'industrie du film pour adultes par choix et être retourné vivre chez ses parents pendant quelques années avant de se marier. La personne a affirmé vivre en Californie avec son mari depuis 20 ans et leurs enfants adolescents, ajoutant qu'elle n'avait pas besoin de compter sur son ancienne carrière grâce à sa stabilité financière. Ils ont aussi dit avoir souvent été reconnus comme Woods au fil des ans, mais moins en vieillissant. Bien qu'il soit certes plausible que la personne interviewée soit effectivement l'actrice disparue depuis longtemps, la prétendue Woods manquait également de détails précis et rien dans l'entretien n'apportait de réponse définitive. Au final, il semble plus probable que cet entretien ait été mené par un imposteur, soit un fan cherchant à apporter une conclusion à l'histoire pour d'autres fans, soit simplement quelqu'un en quête de notoriété. Les problèmes de drogue et d'overdose sont fréquents dans le divertissement pour adultes. Dans le documentaire de 2005 Debbie Does Dallas Uncovered, Jim Clark, le réalisateur du film original, a affirmé que Woods l'avait fait. Utilisait des drogues sans mentionner d'overdose. Clark a aussi révélé dans le documentaire qu'un détective privé avait été engagé pour enquêter sur la disparition de Woods. Après avoir découvert son vrai nom, non cité dans le documentaire, le détective a enquêté sur ses antécédents et contacté sa famille. Le détective aurait découvert que Woods menait une vie privée près de Des Moines, dans l'Iowa, et affirme qu'elle ne cherchait pas à tirer davantage de publicité de son ancienne carrière. Il est impossible de savoir si les affirmations des enquêteurs étaient vraies, ou simplement des conjectures, voire des mensonges pour vendre le documentaire et offrir une fin heureuse à l'affaire Woods. Bien que le mystère n'ait jamais été résolu,
la plupart des rumeurs entourant son entrée dans l'industrie et sa disparition impliquent la mafia, la drogue et la coercition, ce qui est malheureusement une histoire trop courante. Des problèmes de santé mentale à la stigmatisation, les acteurs de films pour adultes étaient souvent marginalisés, surtout à l'époque de la disparition de Woods. La star de Debbie Does Dallas a-t-elle cédé à la pression et à la stigmatisation, ou a-t-elle été victime des financiers dangereux derrière ce film à succès? Ou a-t-elle tout abandonné pour une vie simple à la campagne? Étant donné que la plupart des stars de films pour adultes utilisent des pseudonymes et des alter-ego précisément pour préserver une vie privée en dehors des projecteurs, l'idée que Woods ait pu laisser tout ça derrière elle pour une retraite tranquille quelque part n'est pas si difficile à croire. Bien avant The Bachelor, il y avait The Dating Game, un jeu télévisé où une femme interrogeait des candidats masculins qu'elle ne voyait pas pour trouver l'homme de ses rêves ou, selon le cas, le tueur en série de ses cauchemars. On dirait un sketch du Saturday Night Live, mais ce scénario terrifiant s'est réellement produit dans la vie réelle. Rodney Alcala est né le 23 août 1943 à San Antonio, au Texas, et a grandi à Los Angeles en tant qu'élève doué, avec une jeunesse par ailleurs sans histoire. À 17 ans, il a rejoint l'armée, où son côté sombre a été mentionné pour la première fois dans les dossiers. Le supérieur de Alcala le trouvait insubordonné, manipulateur et vindicatif, et ses dossiers montraient qu'il avait été sanctionné à plusieurs reprises pour avoir agressé physiquement des femmes. En 1964, il a déserté pendant une crise de nerfs et a finalement reçu un diagnostic de trouble de la personnalité antisociale. Par la suite, il quittera l'armée et parviendra à obtenir son diplôme de l'école des beaux-arts de l'UCLA. Mais en septembre 1968, Alcala a été vu en train d'attirer la petite Tali Shapiro, âgée de 8 ans, dans son appartement à Hollywood. À l'arrivée de la police, il l'avait frappée avec une barre d'acier, la plongeant dans un coma de plus d'1 mois. La police a réussi à sauver Tali Shapiro, mais Alcala avait fui les lieux et quitté l'État. Il allait traverser tout le pays jusqu'à New York, où il s'inscrirait à l'école de cinéma de la NYU, sous le pseudonyme de John Berger. Ironiquement, pendant qu'il était là-bas, Alcala suivrait un cours donné par Roman Polanski, le célèbre réalisateur qui lui aussi fuirait le pays 10 ans plus tard pour éviter d'être inculpé de crimes sexuels. Quelle coïncidence, non? En 1971, Alcala a obtenu un emploi à la Blue Cross Blue Shield Association, où il travaillait aux côtés d'un homme nommé Richard Cottingham. Bientôt mieux connu du public sous le nom de tueur au torse ou l'éventreur de Times Square, Cottingham serait finalement condamné pour 18 meurtres et revendiquera la responsabilité de plus de 60 autres. Aucune preuve ne montre qu'il connaissait les crimes de l'autre ni qu'ils étaient amis, mais on peut supposer que Blue Cross a modifié sa politique de recrutement après cela. 1971 serait également l'année du premier meurtre connu d'Alcala, qui a eu lieu le 12 juin lorsqu'il a étranglé Cornelia Creeley, une hôtesse de l'air de la TWA âgée de 23 ans, dans son appartement à Manhattan. Malheureusement, Alcala ne serait relié à ce crime qu'en 2011, soit 40 ans plus tard. Son attaque contre Tali Shapiro, 8 ans, l'a fait figurer sur la liste des personnes les plus recherchées du FBI, affichant son visage dans les bureaux de poste et permettant à 2 enfants de le reconnaître. Il a été arrêté et extradé vers la Californie pour être jugé pour son attaque contre Tali Shapiro. Mais la mère de Tali a refusé que sa fille témoigne, donc Alcala n'a été condamné que pour une accusation moins grave concernant un enfant. Il a été condamné à 3 ans de prison, mais n'a purgé que 17 mois avant d'être libéré. On dirait qu'ils auraient peut-être dû le garder plus longtemps. Moins de 8 semaines plus tard, Alcala a été arrêté pour avoir agressé une fille de 13 ans. Malgré son statut de récidiviste dangereux, il était de retour dans la rue en 1976 à peine, 2 ans plus tard. Vu la facilité avec laquelle le système pénal californien traitait Alcala, il n'est pas étonnant que son agent de probation ait jugé acceptable qu'il parte vivre à New York. Quel mal pourrait-il faire là-bas ? Eh bien, puisque vous le demandez, selon la police de New York, une semaine après le retour d'Alcala dans la grosse pomme, il aurait assassiné Ellen Jane Hoover, âgée de 23 ans, qui se trouvait être la filleule des légendes du Rat Pack Dean Martin et Sammy Davis Jr. Lors de l'interrogatoire, Alcala a admis la connaître et d'autres preuves l'ont lié à sa disparition. Mais sa culpabilité dans ce meurtre n'a jamais été clairement prouvée.
Sans surprise, Alcala n'est pas resté longtemps à New York. Il est retourné à Los Angeles en 1978 et a occupé plusieurs emplois, y compris un bref passage comme typographe au Los Angeles Times. À cette époque, Alcala a aussi été interrogé sur les meurtres du Hillside Strangler en raison de son statut de délinquant sexuel. Même s'il paraissait être un suspect idéal, la police a écarté Alcala comme l'étrangleur. Le coupable s'est finalement révélé être deux hommes agissant ensemble. Mais Alcala ne restait pas non plus à l'écart des ennuis. Il s'est fait passer frauduleusement pour un photographe de mode professionnel, trompant des centaines d'hommes, de femmes et plusieurs mineurs pour qu'ils posent nus. Il partageait ses photos avec ses collègues. Interrogé sur les images de mineurs, Alcala a affirmé que les parents du modèle l'avaient engagé, ce qui reste une mauvaise excuse. Cela veut simplement dire que plus de gens que toi seul, Rodney, devraient aller en prison. Beaucoup sur ces photos restent encore non identifiés. Les enquêteurs estiment qu'au moins certaines étaient sans doute ses victimes. C'est après tout cela, en septembre 1978, que Rodney Alcala a été choisi pour participer à la toute nouvelle émission The Dating Game. Pour tous ceux qui n'ont pas grandi dans les années 70, The Dating Game était une émission animée par Jim Lang. Les candidats, souvent des femmes célibataires, posaient des questions à 3 candidats du sexe opposé pour mieux les connaître. Comme tout dans l'émission, questions et réponses étaient souvent pleines de sous-entendus osés. La candidate pouvait entendre sans voir les prétendants. À la fin de l'émission, elle en choisissait un pour un rendez-vous. Dans l'épisode auquel il a participé, la candidate était Cheryl Bradshaw et Alcala était le prétendant numéro 1, présenté comme un photographe à succès qui a commencé lorsque son père l'a trouvé dans la chambre noire à l'âge de 13 ans déjà bien développé. Il a aussi été précisé qu'entre les prises, il faisait du parachutisme ou de la moto. La description a omis de mentionner qu'à ce moment-là, Alcala était un tueur en série actif, ayant déjà ôté la vie à Jill Terry Barkham, 18 ans, et Georgia Marie Wickstead, 27 ans, ainsi qu'à d'autres personnes. Peut-être, mais comme personne ne semblait être au courant de cela, Bradshaw a demandé joyeusement à Alcala de décrire quel type de repas il serait, ce à quoi il a répondu « On m'appelle la banane et j'ai vraiment l'air appétissant. Épluche-moi ». Bradshaw a trouvé cela drôle. Et dans ce qui aurait facilement pu devenir la pire décision de sa vie, elle a choisi Alcala comme cavalier. Oui, un tueur en série a non seulement participé à l'émission de rencontre, mais il a aussi gagné. Je me demande ce que les autres candidats ont ressenti face à Alcala. Un autre candidat a parlé à Alcala et le qualifiera plus tard de l'une des personnes les plus flippantes qu'il ait rencontrées. Et il n'était pas le seul à le penser. Malgré le fait qu'elle l'ait choisi comme gagnant, Bradshaw a immédiatement changé d'avis après avoir rencontré Alcala face à face. Elle pensait qu'il avait un comportement inquiétant, donc ils n'ont pas eu ce rendez-vous. Après avoir transformé la victoire en défaite dans l'émission de rencontre, Alcala s'est lancé dans une folie meurtrière qui allait devenir tristement célèbre, accumulant les victimes à un rythme drastiquement accéléré. En juin 1978, il a tué Charlotte Lee Lamb, une secrétaire juridique de 31 ans, et en février 1979, il a enlevé Monique Hoyt, une autostoppeuse de 15 ans. Monique Hoyt a pu s'échapper et prévenir la police, mais la mère d'Alcala l'a fait libérer sous caution. En juin suivant, Alcala a tué Jill Marie Parenteau, âgée de 21 ans, après l'avoir rencontrée à plusieurs reprises dans un bar local. Il a fait la même chose à Robin Christine Samso, âgée de 12 ans ce même mois, qu'il a enlevée alors qu'elle rentrait chez elle après son cours de ballet. Certains ont émis l'hypothèse que le rejet d'Alcala dans l'émission The Dating Game a pu exacerber sa soif de sang. Rodney Alcala a finalement été arrêté en juin 1979 et condamné l'année suivante. Mais le verdict contre Alcala serait finalement annulé par la Cour suprême de Californie qui estimait que les jurés avaient été mal informés de ses crimes antérieurs. Il a été condamné après un nouveau procès en mai 1986, mais cette condamnation a été annulée par un tribunal fédéral. Alors qu'il se préparait pour un 3e procès, les procureurs ont fait une découverte glaçante. L'ADN d'Alcala, qui avait été prélevé pendant son incarcération, l'a relié au meurtre de 4 autres femmes: Barkham, Wicksteed, Lamb et Parenteau. Après quelques débats juridiques pour savoir si les affaires devaient être jugées séparément ou ensemble, Alcala a finalement été jugé pour les 5 meurtres en février 2010,
Malgré l'adage affirmant qu'un homme qui se défend lui-même a un imbécile pour client, Alcal a choisi d'assurer sa propre défense. Le résultat fut prévisible. Pendant le procès, Alcal a pris la parole pour sa propre défense, jouant deux rôles différents comme s'il s'agissait de personnes distinctes, l'interrogateur et le témoin. En jouant l'interrogateur, il se posait des questions avec une voix très grave et s'appelait Monsieur Alcala. Il a aussi forcé le jury à visionner des extraits de sa participation à l'émission The Dating Game et à écouter la chanson antimilitariste d'Arlo Guthrie, Le restaurant d'Alice. Mais au final, Alcala a à peine présenté une défense. Il a affirmé ne pas se souvenir d'avoir fait de mal à ses femmes et a insisté sur le fait qu'il postulait pour un poste de photographe à Knott's Berry Farm lors d'un des crimes. Alcala a été condamné pour la 3e fois, mais pas pour la dernière fois. Il a finalement été inculpé pour les meurtres de Cornelia Creeley et Ellen Jane Hoover en 2011. Après avoir nié les accusations, il a plaidé coupable pour retourner en Californie et continuer à faire appel de la condamnation à mort qu'il avait reçue lors de sa précédente condamnation. Le pire candidat de l'émission The Dating Game est finalement décédé en 2021 dans une prison de Californie à l'âge de 77 ans. Le classique de l'horreur Poltergeist de 1982 effraie le public depuis plus de 40 ans. La profusion d'effets spéciaux a donné vie aux fantômes. Ou plutôt l'au-delà, d'une manière que les spectateurs n'avaient jamais vue auparavant. Mais depuis sa sortie, le film est hanté par des rumeurs de malédiction qui auraient semé le chaos parmi les acteurs et l'équipe, tel un esprit vengeur aux conséquences mortelles. D'accord, tout le monde, ils sont bizarres. Après que le réalisateur Steven Spielberg ait réalisé le blockbuster de science-fiction Rencontre du troisième type, Columbia Pictures voulait une suite, ce qui n'intéressait pas vraiment le jeune cinéaste. À la place, il a proposé un film d'horreur sur une invasion extraterrestre appelé Night Skies. Ce projet n'a jamais abouti, mais les idées développées pour Night Skies ont fini par influencer deux autres films extrêmement populaires des années 80, E.T. de Spielberg lui-même et Poltergeist, le film d'épouvante de Tobe Hooper. Aujourd'hui, l'héritage de E.T. se résume surtout à des images mignonnes et aux bonbons Reese's Pieces, mais celui de Poltergeist est entaché par la tragédie, la mort et, soi-disant, une malédiction. Les rumeurs concernant une malédiction associée à la franchise Poltergeist sont en grande partie dues à plusieurs tragédies qui ont touché les membres du casting du film au fil des années. Mais toutes ces tragédies individuelles auraient pu être considérées comme de simples coïncidences si elles étaient arrivées aux acteurs d'une autre franchise de films, disons, une qui ne parlait pas de fantômes et de malédictions. Les films Poltergeist sont thématiquement centrés sur les malédictions, ce qui rend la connexion macabre beaucoup trop facile à établir. Le premier film de la série suit la famille Freeling alors qu'elle emménage dans un lotissement à Cuesta Verde, en Californie, après que le père, Steve, ait obtenu un nouveau travail lucratif dans la vente immobilière. La famille commence rapidement à vivre des phénomènes paranormaux dans leur nouvelle maison, tandis que leur fille de 5 ans, Carol Ann, entre en contact direct avec le monde des esprits. Finalement, avec l'aide de plusieurs médiums, parapsychologues et experts du surnaturel, les Freeling découvrent que leur nouvelle résidence, ainsi qu'une grande partie du quartier environnant, a été construite par des promoteurs cupides sur un ancien cimetière. Au lieu d'exhumer les corps et de les déplacer vers un nouvel emplacement, les maisons ont simplement été construites directement au-dessus des cadavres dans leur tombe. Ainsi, la maison n'était pas simplement hantée, mais frappée par une malédiction fantomatique, ce qui va vraiment affecter la valeur de revente, peu importe la qualité des écoles. La suite du film a approfondi le thème de la malédiction. Poltergeist 2, l'autre côté, suit la famille Freeling qui tente de se protéger des hantises persistantes avec l'aide d'un chaman amérindien, lequel leur enseigne à repousser la malédiction à l'aide d'artefacts et d'armes magiques. À un moment donné, pendant la production, l'acteur Will Sampson, qui incarnait le chaman Taylor, a affirmé qu'il ressentait une présence malveillante sur le plateau et a réalisé sa propre petite cérémonie d'exorcisme. Craig T. Nelson, qui jouait Steve Freeling, a affirmé qu'après l'exorcisme de Samson, la présence inquiétante sur le plateau semblait avoir disparu. Lors de la production du film original de 1982, l'acteur de 10 ans Oliver Robbins, qui incarnait Robbie, l'enfant du milieu de la famille Freeling, a réellement été étranglé sur le plateau par un clown mécanique défectueux.
Pire encore, comme la scène en question montrait le clown animatronique attaquant Robbie, les acteurs et l'équipe technique sur le plateau pensaient simplement assister à une incroyable performance d'acteur de Robbins. Personne ne s'est rendu compte qu'il était réellement en danger jusqu'à ce que le garçon commence à devenir bleu. Heureusement, ils ont pu réagir à temps et Robbins a survécu à l'incident sans aucune blessure, physiquement. Dans un article de Vanity Fair en 2022 revenant sur le film original, JoBeth Williams, qui jouait Diane Freeling, s'est souvenue du tournage. Une scène se déroulant dans une fosse boueuse dans le jardin de la maison hantée, où les corps sous les fondations commencent à remonter à la surface tout autour d'elle et à prendre vie. Lors du tournage initial de la scène, Williams pensait que ses partenaires squelettiques avaient été fabriqués par le département des accessoires du film. Des années plus tard, en parlant avec un ex-membre des effets spéciaux de Poltergeist, elle a compris qu'elle s'était retrouvée dans un bassin entouré de vrais squelettes humains. Croyez-le ou non, utiliser de vrais restes humains pour le cinéma n'était pas rare. Cela coûtait souvent moins cher qu'un squelette artificiel. Mais malgré tout, les parallèles entre l'idée du film selon laquelle des cadavres maltraités déclenchent une hantise et ce qui est arrivé par la suite au casting de Poltergeist ne peuvent pas être totalement ignorés. Poltergeist 2 a également été produit avec l'aide de vrais squelettes, parce que Hollywood adore les suites. Le concept de franchise de film maudite peut sembler n'être qu'un peu de divertissement ou même une façon astucieuse de maintenir la franchise en vie, sans mauvais jeu de mots. Mais la triste vérité, c'est que la notion de malédiction de Poltergeist est restée dans l'imaginaire populaire à cause d'une série de tragédies bien réelles. Le cas le plus tristement célèbre associé à la franchise concerne la jeune Heather O'Rourke, qui jouait Carol Ann. La jeune actrice n'avait que 5 ans lorsque Steven Spielberg l'a remarquée à la cafétéria de la MGM, où elle traînait avec sa mère pendant que sa sœur aînée, Tammy, tournait la comédie musicale ratée Pennies from Heaven. Alors que Steven Spielberg et ses collègues pensaient à Drew Barrymore pour Carol Ann, Spielberg a tout de suite senti que Heather O'Rourke était idéale pour ce rôle. Drew Barrymore a finalement été choisie pour E.T., le projet frère non officiel du film, tandis que la façon étrange dont Heather O'Rourke prononçait « Ils sont là » figure souvent parmi les dialogues de films les plus mémorables. Elle a ensuite joué dans les 2 suites cinématographiques de Poltergeist, ainsi que dans plusieurs autres projets télévisés notables pendant le reste de sa vie. Au début de 1987, Heather O'Rourke est tombée malade alors qu'elle tournait Poltergeist 3 et a commencé à souffrir de problèmes digestifs et intestinaux. Une infection à la giardiase, probablement contractée à partir de l'eau de puits près de sa maison au lac Big Bear en Californie, a conduit à un diagnostic de maladie de Crohn. 1 an plus tard, Heather O'Rourke s'est effondrée chez elle et a subi un arrêt cardiaque. Ce n'est qu'à ce moment-là qu'on a découvert qu'elle souffrait d'une malformation congénitale rare et grave, une sténose de l'intestin. Et malheureusement, elle ne s'est pas rétablie et est décédée à l'âge de 12 ans. Dominique Dunne avait une vingtaine d'années lorsqu'elle a obtenu le rôle de Dana, l'adolescente de la famille Freeling. Dominique Dunne a fait ses débuts d'actrice dans le téléfilm journal d'une autostoppeuse adolescente et avait décroché quelques autres rôles secondaires entre-temps. Mais Poltergeist allait être son grand tournant. Après que le film ait rencontré un immense succès au box-office, Dominique Dunne accepta de jouer dans la suite du film et signa pour un rôle dans la future mini-série à succès fait. Mais cette carrière prometteuse prit fin de façon tragique en octobre 1982 lorsque Dominique Dunne fut étranglé à mort par son ex-petit ami John Thomas Sweeney devant son domicile à West Hollywood, en Californie, à peine 4 mois après la sortie de Poltergeist. L'affaire a suscité une attention médiatique considérable, John Thomas Sweeney affirmant avoir agi sous le coup de la passion, tandis que les procureurs mettaient constamment en avant un passé de violence et d'abus domestiques. Finalement, John Thomas Sweeney a été reconnu coupable d'homicide volontaire et de voies de fait au lieu de meurtre au second degré, et il a été libéré sur parole après avoir purgé seulement 3 ans et 7 mois de prison pour ce crime. L'affaire a provoqué l'indignation. La mère de Dominique, Ellen Dunne, a fondé le groupe de défense des droits des victimes, Justice for Homicide Victims. Son père, Dominique Dunne, qui avait travaillé au début des années 1980 comme producteur de films, a publié un livre basé sur les journaux qu'il a tenus tout au long du procès de Sweeney et de ses conséquences. Cela a conduit à une toute nouvelle carrière pour lui, écrivant sur l'intersection entre la richesse et le crime du point de vue des victimes et de leurs familles. Il a ensuite travaillé pendant des décennies en tant qu'auteur et collaborateur régulier de Vanity Fair, et son travail a eu une influence majeure sur la tendance actuelle du true crime.
N'importe quel membre de l'une des distributions du film peut théoriquement être touché par la malédiction de Poltergeist, pas seulement les acteurs principaux. Par exemple, l'acteur Lou Perryman joue le rôle de Pugsley dans le film original, un ouvrier du bâtiment qui aide à construire la piscine de la famille Freeling. Lou Perryman était déjà apparu dans les Blues Brothers et il avait en fait partie de l'équipe technique du film original Massacre à la tronçonneuse, également réalisé par Hooper, ce qui explique probablement comment Perryman s'est retrouvé dans Poltergeist. En avril 2009, Lou Perryman a été tué chez lui à Austin, au Texas, par un parfait inconnu, sans raison apparente. Seth Christopher Tatum, un ex-détenu de 28 ans ayant des antécédents de troubles mentaux et de problèmes de drogue, avait attaqué plus tôt dans la journée l'ex-petit ami de sa mère avec une paire de cisailles de jardin et un tisonnier. Il est entré par effraction chez Lou Perryman, 67 ans, dans le sud d'Austin, pour voler sa voiture et s'enfuir. Mais avant de s'emparer des clés de la Geo 1994 de l'acteur, Tatum a d'abord saisi une hache et a frappé Lou Perryman plus de 10 fois. Lorsqu'il a été arrêté dans la voiture le lendemain, Tatum a avoué à un adjoint du shérif qu'elle était volée et qu'il avait tué son propriétaire légitime. L'acteur Julian Beck, qui incarne le prédicateur maléfique, le révérend Henry Kane dans Poltergeist 2, est décédé peu de temps après être apparu dans le film à l'âge de 60 ans après 2 ans de lutte contre un cancer de l'estomac. Le développement de la maladie de Beck avant son apparition dans la franchise Poltergeist n'a pas aidé à faire taire les rumeurs de malédiction. D'autres membres de la distribution de Poltergeist ont également rapporté des incidents étranges qui n'ont pas entraîné leur mort prématurée. JoBeth Williams affirme qu'après avoir tourné des scènes pour Poltergeist, elle rentrait chez elle et trouvait sa propre maison inexplicablement en désordre. Dans un incident, elle a affirmé que tous les cadres photos accrochés au mur étaient de travers et qu'après les avoir remis droits, ils étaient à nouveau de travers le lendemain. Heureusement, personne n'a été blessé lors de cette attaque en série de cadres inclinés. L'acteur Richard Lawson joue Ryan, un membre de l'équipe d'enquête paranormale qui examine les déclarations des Freeling concernant la maison hantée dans le film original Poltergeist. En mars 1992, Richard Lawson se trouvait à bord du vol 405 de la compagnie US Air, à destination de Cleveland depuis New York, lorsque l'avion s'est écrasé peu après le décollage de l'aéroport de LaGuardia. Heureusement, Richard Lawson faisait partie des survivants. Il avait une place en classe économique pour le vol, mais il a été reconnu par un agent au moment de l'embarquement et surclassé en première classe. Ce changement lui a probablement sauvé la vie. Parmi les 27 personnes qui ont péri lors du crash, l'une d'elles occupait la rangée de sièges initialement attribuée à Richard Lawson. D'accord, c'est flippant. On va juste aller allumer quelques lumières. Au début d'Hollywood, l'un des lieux de rendez-vous de célébrités les plus prisés était situé à plusieurs heures de la ville. Niché sur la côte centrale de la Californie, près d'un village appelé San Simeon, se trouve le domaine historique appelé la Cuesta Encantada, mieux connu aujourd'hui sous le nom de Château Hearst. Aujourd'hui, c'est une attraction pour ceux qui n'arrivent pas à entrer à Disneyland, mais la propriété a une histoire bien plus étrange qu'une simple vieille maison. Très bien, laissez Susanna s'en occuper. L'éditeur fortuné William Randolph Hearst est peut-être aujourd'hui surtout connu comme l'inspiration du film classique d'Orson Welles, Citizen Kane. Comme le personnage du film qu'il a inspiré, Hearst devait sa fortune familiale à une série de mines d'or lucratives, mais il a choisi de poursuivre sa propre carrière dans l'édition. En 1887, il a pris le contrôle du journal The San Francisco Examiner, que son père avait acquis en paiement d'une dette de jeu. Bien qu'il ait acquis une réputation de populiste défendant l'homme de la rue contre les institutions corrompues, Hearst utilisait le journal pour ses propres intérêts financiers, ce que ses détracteurs voyaient comme la définition du journalisme à sensation. Peut-être que l'exploit journalistique le plus tristement célèbre de Hearst fut d'avoir contribué à pousser les États-Unis dans la guerre hispano-américaine en attisant l'indignation contre l'Espagne, notamment après le naufrage de l'USS Maine en 1898. À ce jour, les causes précises de la catastrophe du Maine restent inconnues, mais cela n'a pas empêché le journal de Hearst de blâmer le gouvernement espagnol, utilisant la catastrophe comme un cri de ralliement et un prétexte pour vendre plus de journaux. Il a peut-être provoqué des conflits internationaux, mais la stratégie éditoriale de Hearst a objectivement été un succès. Dans les années 1920, il possédait une chaîne nationale d'environ 28 journaux, dont le Los Angeles Examiner, le Boston American, le Detroit Times et le Washington Herald. Il a également commencé à publier des magazines, dont beaucoup sont encore en circulation aujourd'hui, comme Cosmopolitan et Good Housekeeping. L'empire de Hearst a atteint son apogée juste avant la Grande Dépression, qui a fait s'effondrer ses sources de revenus
et rendu la vision conservatrice de ces journaux de plus en plus impopulaire. Avant l'effondrement de son empire, la décision de Hearst d'acheter une grande propriété au centre de la Californie fut, à bien des égards, inspirée par ses parents. Il a été présenté à l'architecte pionnière Julia Morgan par sa mère, Phoebe Apperson Hearst, une importante mécène des arts. Morgan était une personne indéniablement impressionnante, la première femme à étudier l'architecture à la prestigieuse École des Beaux-Arts à Paris et la première femme à diriger un cabinet d'architecture indépendant dans l'État de Californie. Il paraît aussi qu'elle avait un sacré tir en crochet. Hearst était un admirateur du travail de Morgan, mais il convient aussi de souligner qu'il avait certaines arrière-pensées en l'engageant pour ce projet ambitieux et imposant. Il se vantait que, puisque de nombreux hommes riches refusaient d'engager une femme architecte, ses services étaient de proposer à un tarif très réduit. Espérons qu'il était généreux sur les pourboires. En 1919, William Randolph Hearst hérita de 11 millions de dollars ainsi que d'une collection de propriétés et de domaines de son père, l'homme d'affaires George Hearst. À l'origine, William contacta Morgan pour construire une maison privée confortable sur la côte de Saint-Siméon, où il aimait parfois camper. Mais sa vision pour la propriété s'est énormément élargie au fil du temps, en grande partie grâce à cet afflux d'argent et d'actifs. En 1925, sa propriété de Saint-Siméon atteignait environ 250 000 acres, la taille parfaite pour un modeste et relaxant séjour de camping. Hearst et Morgan ont collaboré 28 ans sur le projet, en s'inspirant, pour l'extérieur, des bâtiments espagnols qu'Hearst avait admirés lors de ses voyages dans ce pays. Ces voyages en Espagne ont également inspiré le nom officiel de la demeure, la Cuesta Encantada, qui se traduit par la colline enchantée, ce qui suggère qu'en plus de toute cette fortune, Hearst avait aussi un sorcier. À cause de l'imagination débordante de Hearst et de la crise financière qui a frappé ses entreprises dans les années 1930, la vision entière du château de Hearst n'a jamais été totalement réalisée. Même avec plus de 500 bâtiments individuels sur le domaine, l'homme avait pratiquement tout un code postal pour lui tout seul. À elle seule, la maison principale de la propriété, connue sous le nom de Casa Grande, compte plus de 100 pièces. En tout, en incluant les maisons d'invités et les bâtiments supplémentaires, la propriété entière compte 42 chambres, 61 salles de bain et 19 salons, ainsi que des piscines intérieures et extérieures, une salle de cinéma, des ponts, un aérodrome, des cours de tennis, et ce qui fut autrefois le plus grand zoo privé du monde. Aujourd'hui, il ne reste que quelques animaux à Saint-Siméon. Mais du vivant de Hearst, le domaine était rempli de toutes sortes de créatures exotiques, y compris des kangourous, des chameaux, des yaks, des autruches, des jaguars, des lions, des éléphants, des tapirs, des tigres, des singes et plusieurs espèces d'ours. Oh là là! À cause des registres irréguliers de Hearst, il est impossible de savoir exactement combien il a dépensé pour construire et entretenir la propriété durant ces années. Certaines estimations suggèrent qu'entre 1919 et 1947, Hearst a dépensé environ 1 million de dollars pour le château, mais bien sûr, cela ne concernait que les bâtiments. Hearst acquérait également des œuvres d'art et des antiquités du monde entier pour les exposer dans son château, qu'il voulait servir à la fois de musée personnel et de résidence à la Macdoc. Nombre de ces pièces sont encore visibles au château aujourd'hui, mais la collection, très vaste, a été dispersée entre musées et collectionneurs internationaux. Hearst a également acheté l'intégralité du monastère de Saint-Bernard de Clairvaux à Sacramania, en Espagne, et a fait démonter l'édifice pierre par ses ouvriers pour le transporter aux États-Unis. C'était bien sûr une tâche impraticable et même dangereuse. À un moment donné, les ouvriers de Hearst auraient été attaqués par des villageois en colère. Peu après l'arrivée de l'envoi à New York, les difficultés financières de Hearst ont commencé et ont empêché de terminer le réassemblage. Les pierres sont restées 26 ans dans des caisses dans un entrepôt de Brooklyn jusqu'à leur achat en 1952 après la mort de Hearst. Hearst, sa femme artiste de vaudeville Millicent et leurs enfants ont emménagé dans la Casa Grande vers Noël 1925 et n'y sont restés qu'1 an, lorsque l'infidélité de Hearst a provoqué l'effondrement de leur mariage. Le couple n'a jamais divorcé officiellement, mais Millicent a quitté la propriété pour commencer une nouvelle vie à New York comme mondaine et philanthrope. La maîtresse de Hearst, l'actrice Marion Davies, a emménagé peu de temps après et est devenue la femme de la maison, sans en avoir le titre. On pense qu'elle avait une brosse à dents dans chacune des 61 salles de bain.
C'est à cette époque, de 1926 jusque dans les années 30, que le château est devenu une destination prisée aussi bien par l'élite de Washington que par celle d'Hollywood. Parmi les stars et personnalités qui ont franchi ses portes, on compte Cary Grant, Greta Garbo, Jimmy Stewart, Bob Hope, Joan Crawford, Charlie Chaplin, les présidents américains Calvin Coolidge et Franklin D. Roosevelt, ainsi que le premier ministre britannique Winston Churchill. Un soir, l'iconique comédien Harpo Marx a trouvé une grande réserve de manteaux de vison dans le coffre du sous-sol, puis il a couru dans toute la propriété pour en mettre sur toutes les statues du jardin, juste pour plaisanter. C'est exactement le genre de choses à laquelle on doit s'attendre quand on invite un frère Marx. L'une des principales attractions qui rendait le long voyage de Los Angeles à San Simeon si populaire était l'accès de Hearst à l'alcool qui coulait à flot. Bien que la prohibition soit devenue la loi du pays à partir de 1920, Hearst gardait une immense cave à vin sur la propriété, pouvant contenir environ 10 000 bouteilles. Bien qu'il encourageait ses invités à s'amuser, il coupait aussi l'accès à quiconque, selon lui, abusait de sa réserve privée. Hearst a refusé un verre à l'auteur Dorothy Parker, tandis que David Niven, star de La Panthère Rose, cachait de l'alcool dans la maison pour éviter la désapprobation du vieil homme. Ainsi, les chasses aux œufs de Pâques au château étaient strictement surveillées. L'invité le plus riche et privilégié pouvait aussi venir en avion si le trajet en voiture ou en train lui paraissait trop pénible. La piste d'atterrissage privée de Hearst était équipée de 2 pistes orientées dans des directions opposées pour permettre les décollages et les atterrissages par tous les temps. Il avait même son propre avion de 8 places qui servait souvent à transporter des VIP. Des projecteurs installés autour de la propriété la rendaient visible depuis les airs et créaient une ambiance luxueuse. Les pistes d'atterrissage ne servaient pas seulement à transporter les invités. Hearst envoyait également ses pilotes parcourir le pays pour acheter ses journaux et les lui rapporter chaque jour afin qu'il puisse garder un œil sur son empire. Imaginez le carburant d'avion économisé s'il avait juste utilisé un smartphone. La propriété comprenait un ranch de 130 miles carrés que Hearst maintenait au moins partiellement en activité. Les invités du château pouvaient m'en faire du cheval sur le vaste domaine et camper à la belle étoile lors de nuits agréables. Hearst organisait parfois des excursions nocturnes dans la nature du ranch, utilisant des mules pour transporter sacs de couchage, ustensiles, champagne et caviar, symbole du camping de luxe. Selon une anecdote, Hearst aurait fait monter un groupe de musique country au sommet de la montagne à dos de mule pour une représentation privée. Espérons qu'il leur a offert des boissons. Recevoir une invitation au château était considéré comme un signe de distinction, la preuve que vous aviez réussi à intégrer les cercles de la haute société. Pour rendre la participation encore plus exclusive, Hearst n'invitait les personnes notables qu'une seule fois. S'il refusait son invitation, comme l'a fait un jour Katharine Hepburn et l'a ensuite regretté, c'était fini. Ils étaient exclus à vie. Hearst attribuait également à chacun une place précise pour le dîner, plaçant ses invités préférés du moment plus près de lui à table. On disait qu'un invité pouvait savoir que son séjour au château touchait à sa fin lorsqu'il était placé loin de son hôte. C'est le genre de comportement que l'on ne tolère que chez les extrêmement riches. Lorsque le château était particulièrement animé et rempli d'invités, Hearst organisait parfois de somptueuses fêtes costumées dans la maison de plage de 110 pièces qu'il avait construite spécialement pour Davis. Cela comprenait une célèbre fête sur le thème du cirque en 1938, organisée pour commémorer le 75e anniversaire de l'éditeur, pour laquelle Bette Davis, l'une des actrices les plus célèbres de l'époque, s'est déguisée en femme à barbe et s'est mêlée, souvent sans être remarquée, aux 2000 invités. Un mur entier a été démoli pour installer un carrousel grandeur nature. Hearst aurait apparemment fait reconstruire le mur après la fête, mais il aurait pu garder le carrousel. Bien que Citizen Kane fasse allusion à la grandeur du château, que le film renomme Xanadu, il ne rend pas pleinement justice à l'immensité de la propriété, ni à l'abondance des trésors et des aménagements que Hearst y conservait. L'éditeur a été profondément offensé par le film, et bien qu'il n'ait pas pu légalement l'empêcher d'être diffusé au cinéma et qu'il n'ait pas réussi à convaincre Louis O.B.B. Meyer, le cofondateur de la MGM, de l'acheter pour le détruire, il a utilisé toute son influence publique pour tenir le public à l'écart. Les journaux de Hearst ont refusé de promouvoir le film et la chroniqueuse Luella Parsons a rejoint la campagne pour en limiter la visibilité. Il a principalement utilisé son influence médiatique pour discréditer le film. À la fin des années 1930, Hearst s'est retrouvé profondément endetté,
ce qui l'a forcé à céder le contrôle de son entreprise et à vendre non seulement ses nombreux journaux et magazines, mais aussi ses collections d'art. Cela a mis fin à l'âge d'or de son château comme lieu de divertissement. Au début de la Seconde Guerre mondiale, lui et Davis avaient presque abandonné la propriété. Hearst a fait sa dernière visite à San Simeon en 1947 avant de déménager à Beverly Hills jusqu'à sa mort en 1951. Et Rosebud était introuvable. Alors, qu'en pensez-vous? Faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous. Et pendant que vous y êtes, jetez un œil à certaines de ces autres vidéos de Weird History.